vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. J'ai été absente pendant quelques jours pour organiser les obsèques de ma mère qui m'a quittée, pas seulement moi, mon petit frère, ses petits-enfants, à l'âge de 58 ans, à la suite d'une longue maladie. Au moment où je préparais cette vidéo, l'opposant togolais Agbéome Kodjo a aussi perdu la vie. Vous, ceux qui me connaissent, savent que j'ai fait mes preuves sur le terrain, spécialement grâce à l'opposant togolais Agbéome Kodjo qui en ce moment militait dans le parti au pouvoir, le RPT, qui a changé pour devenir le parti UNIR. J'ai été président du Parlement des enfants, président du Parlement des jeunes, quand il était président de l'Assemblée nationale. Ensuite, en 2020, je l'ai soutenu pendant les élections présidentielles où j'ai même directement participé, préparé sa campagne présidentielle. En 2020 aussi, je pense que c'est la même année, j'ai été membre de son gouvernement de combat où nous cherchions l'alternance politique au Togo. Vous savez que le Togo a été dirigé par le père, maintenant par le fils, et nous sommes sous une dictature qui dure depuis 60 ans. J'ai fait 2 ans dans le gouvernement de combat de Messant Agbéome Kodjo, qui a été ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Il a occupé aussi des postes ministériels. Il a été directeur du port autonome de Lomé. J'ai été ministre de la jeunesse et des sports dans le gouvernement de combat où nous avons fait beaucoup dans le domaine social. C'est là que j'ai commencé par faire mes vidéos politiques qui est adressée aux jeunes Togolais et ensuite des vidéos pour les jeunes Africains et enfin des vidéos qui sont un peu plus dirigées vers toutes les catégories de jeunes. Donc je rends hommage à ce monsieur. Malgré nos divergences politiques, je l'ai toujours considéré comme un politicien, quelqu'un qui a pratiqué la politique, qui a gagné sa vie grâce à la politique et qui est mort dans le combat politique. J'ai aussi une relation très amicale avec ses enfants que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, pas tous, certains, que je continue quand même à avoir de bonnes relations avec, même si je ne suis plus dans le gouvernement de combat de leur père. Donc, je leur souhaite mes condoléances et qu'ils reposent en paix. Donc, c'est une semaine qui est chargée pour moi. Après avoir enterré ma mère, je vais enterrer un autre de mes mentors politiques. En politique, souvent, nous avons des pères politiques, des gens dont la gestion politique ou les aspirations politiques t'inspirent. Pas que tu vas vraiment copier, mais qui t'ont inspiré leur combat politique. Agbéome Kodjo m'a inspiré à un moment donné de ma vie. Je l'ai regardé comme un mentor, un père politique. Mais dans ma vie politique, quand j'étais vraiment sur le terrain politique, j'ai eu beaucoup de pères politiques. Il n'est pas seulement le seul qui m'a inspiré politiquement. Et c'est une grande perte pour la jeunesse togolaise parce que des fois, nous n'avons pas l'opportunité d'apprendre de ceux qui sont sur le terrain. Vous savez, les livres, c'est bon. J'ai été pendant un moment de ma vie une très grande lectrice.
tout ce que j'ai fait, mon parcours scolaire avec, me connaissent pour avoir été une très bonne lectrice, une très grande lectrice. J'ai même fait des essais critiques qui ont été appréciés par mes professeurs. Mais l'essentiel, c'est la pratique sur le terrain parce que des fois, le terrain est différent de la théorie. Donc, des fois, nous les jeunes, nous devons s'approcher de nos aînés pour apprendre l'expérience du terrain. S'ils veulent vraiment nous donner ces expériences, nous expliquer ce qui leur est arrivé et nous montrer des fois le chemin à suivre. J'ai eu à travailler avec d'autres hommes politiques dans mon pays et des jeunes aussi. Tout dernièrement, en 2020, j'ai rencontré des jeunes. J'ai des jeunes de ma génération qui sont très calés aussi, avec qui j'ai eu l'opportunité de discuter. Et le Togo compte des hommes et des femmes intelligents, calés, comme on dit souvent dans mon pays, calés, qui peuvent faire beaucoup de choses pour améliorer le pays. Maintenant, quittons le Togo pour aller au Tchad où un autre opposant a aussi perdu la vie quand le siège de son parti a été envahi par les forces militaires de ce pays. Là, peut-être même la police, ils disent la police, force militaire, mais qui sait? Nous avons déjà dit que le système tchadien est juste la photocopie du système togolais. Le système togolais n'a pas encore assassiné un opposant, mais nous avons déjà des opposants qui meurent dans des circonstances très gênantes. Agbome Kodjo est mort en exil et dans son parcours politique, il a eu à s'associer avec un prélat qu'on appelle Monseigneur Kodjo, que j'ai rencontré personnellement pendant la campagne de 2020, qui a aussi perdu sa vie en exil. Et Kaka Déby qui décide, après une transition, de se présenter aux élections présidentielles. Nous savons tous que Kaka Déby, dans le système france-africain, va gagner ces élections présidentielles et va encore gérer le Tchad. C'est un scénario bien défini. C'est ce qui se passe souvent dans les anciennes colonies françaises et les pays placés sous mandat de protectorat de la France. Donc, on n'est pas étonné de la façon dont les choses se passent au Tchad. Les Tchadiens manifestent tout le temps, que ce soit aux USA, en Europe. Dès que les Tchadiens trouvent l'opportunité, ils manifestent. C'est l'un des peuples au fait dans la diaspora que j'ai remarqué qu'ils manifestent beaucoup devant les ambassades françaises. On sait que les Tchadiens veulent un changement politique pour le Tchad. Et c'est ce que nous aurons tous souhaité, qu'après le père Déby, qu'il y a quelqu'un d'autre qui gère le Tchad. Mais nous souhaitons, et les France-Africains appliquent leurs règles. Nous sommes dans un système où ceux qui ont plus de moyens sur le terrain sont ceux qui dictent les règles du jeu politique africain. Et la plupart des panafricanistes, des néo-panafricanistes n'ont pas vraiment assez sur le terrain et n'ont pas les moyens de dicter les règles de la politique africaine. Donc, ce qui va se passer au Tchad, c'est la victoire de Kaka Déby qui va encore gouverner le Tchad pour 5 ans après les presque 3 ans de transition. Et oui, en Afrique, dans notre démocratie africaine, dans certains pays, les fils remplacent les pères. On me dit que ce se passera aussi au Cameroun où déjà Paul Biya, qui a plus de 90 ans, qui ne vit pas vraiment au Cameroun,
qui a mis les intellectuels camerounais en déroute où ils sont, la plupart, dans les palais présidentiels des pays, des autres pays africains où ils vendent le néo-panafricanisme au plus offrant, qu'il prépare peut-être son fils pour le remplacer. Alors que les élections, c'est, je pense, l'année prochaine au Cameroun. Moi, j'aurais aimé que ces intellectuels camerounais se mettent ensemble, aillent au Cameroun, prônent le panafricanisme et amènent le changement. Soit ils ne veulent pas le changement pour le Cameroun, ils acceptent d'être dirigés plus de 40 ans par un président qui ne vit pratiquement pas dans le pays, mais dont j'aime et j'adore la femme. Chantal Biya est une femme élégante, imposante, intelligente, une femme de feu, comme on aime le dire en Afrique. On aimerait bien que ces intellectuels panafricanistes camerounais puissent changer les choses au Cameroun pour que ça nous inspire à faire le combat pour le changement dans nos pays. Moi, j'ai déjà consacré beaucoup d'années, ceux qui me connaissent, à lutter pour l'alternance politique au Togo. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé. J'ai fait l'opposition, j'ai fait le gouvernement de combat et je continue par appeler à l'alternance politique à la tête de l'État togolais. Pas que je critique le gouvernement togolais qui est dans la continuité. Ils sont dans leur logique de continuité. Mais on aimerait bien un changement pour voir d'autres personnes diriger le Togo et voir si nous arriverons à l'émergence. Après avoir quitté le Togo, le Tchad, je reviens sur le sujet brûlant de l'actualité africaine. C'est le Sénégal. Malgré que j'étais très occupée à coordonner les choses, les obstacles, j'ai quand même eu le temps de m'informer sur ce qui se passe au pays de la Teranga. Le dialogue politique a duré 2 jours et l'opposition, 16 partis de l'opposition ne s'est pas présentée. Ce que cette opposition dit est très intéressante. Moi, ça m'a rappelé quand j'étais dans mon combat politique au Togo, comment l'opposition finit par nous trapper. Le mot c'est trap, piéger, c'est ça. C'est le mot que je cherche. Comment l'opposition finit par piéger le peuple. On demande à l'opposition de venir au dialogue pour choisir une date pour les élections. L'opposition dit non, moi je ne vais pas au dialogue. Allez chercher cette date. Dès que vous allez nous dire quand vous allez aux élections, nous, on ira aux élections. Et ça m'a fait vraiment réfléchir sur les motivations de cette opposition qui se bat pour les élections, mais qui ne veut pas choisir de date pour aller aux élections. Et c'est souvent le piège que nous tendent certains opposants. Ils veulent le changement, mais des fois, ils ne savent pas comment l'obtenir. Et c'est normal. Souvent, quand vous êtes dans un match de football, les joueurs qui sont sur le terrain ne voient pas vraiment les ouvertures. C'est ceux qui sont sur le gradin, et spécialement les spectateurs, qui voient les ouvertures. Et moi, j'ai vu que c'était vraiment une ouverture pour l'opposition sénégalaise d'aller dire ce qu'ils pensent vraiment du processus, pas de communiquer. On connaît les communiqués. Moi-même, j'ai écrit des communiqués. J'ai lu des communiqués. Mais ça n'impacte pas vraiment la vie de la population. Alors, j'aurais souhaité la présence de l'opposition. Peut-être qu'ils n'ont pas été présents officiellement, mais qui sait, officieusement, ils ont envoyé des gens au dialogue. Donc, le dialogue a été fait en Wolof.
la plupart de ceux qui ont participé au dialogue parlaient Wolof. La plupart des chaînes sénégalaises qui ont fait le décryptage en direct, des fois pas en direct, du dialogue, le faisaient en Wolof. Donc, très compliqué pour la Togolaise, même si j'aime le Wolof. Quand il parle le Wolof, ça sonne tellement bien. Ça sonne tellement bien. Mais c'était difficile d'avoir accès à toutes les informations. Que ça vient des Sénégalais eux-mêmes, pas des chaînes privées étrangères, pas des décryptages d'autres activistes politiques ou d'autres politiques qui ne sont pas sur le terrain sénégalais. Mais d'après les médias internationaux, la date a été fixée après 2 jours de dialogue. La date a été fixée au 2 juin, qui fait 2 mois après le 2 avril. Alors, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui va se passer après le 2 avril? Moi aussi, je me suis posé la question. Je ne suis pas sur le terrain, donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui va se passer après le 2 avril? Normalement, c'est la fin du mandat de Macky Sall. Et Macky Sall nous a dit que le 2 avril, il quittera le pouvoir. Alors, il y aura une transition, une période transitoire de 2 à 3 mois. Et cela dépend vraiment du premier tour et de ce qui va se passer au deuxième tour. Et la plupart des politiques, des activistes politiques veulent que le président en exercice, qui aura la fin de son mandat le 2 avril, ne puisse pas continuer la transition. Qui vraiment, pour moi, n'est pas faisable si on veut vraiment un processus démocratique. Macky Sall n'est pas le premier président à dénoncer le système qu'il a amené au pouvoir. Il y a eu au Bénin, Kérékou, je pense bien, qui a dénoncé aussi le système qu'il a amené au pouvoir et qui a essayé de montrer les manquements de ce système. En Occident, Donald Trump a essayé de dénoncer le système, de montrer les manquements qui sont dans le système. Il n'y a pas de système parfait, mais il y a des systèmes corrompus. Il n'y a pas de système qui fonctionne à 100%, mais il y a des systèmes qu'on appelle, que les choses ont été déjà prédites. On sait déjà qui sera président, même avant les élections. Et quand certaines personnes arrivent au pouvoir, après, ils veulent dénoncer. C'est ce que Macky Sall a fait. Il a dit, je veux partir. Les gens me pointent du doigt. Les gens disent que c'est moi, Macky Sall. Je ne suis pas bon, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais je veux leur dire que le système est truqué. Ce n'est pas moi seulement qui l'a truqué. Les juges, les magistrats, tout le monde est dans le game. Nous sommes tous des joueurs. Et tout le monde truque. Maintenant, Macky Sall nous a exposés. On sait que Macky Sall n'est pas le seul, qu'il y a plein de gens dans l'élite sénégalaise qui aiment truquer, qui pendant les élections sont prêts à accepter les pots de vin, autres, pour pouvoir mettre le candidat qu'il veut sur les bulletins de vote et pourquoi pas à la présidence. Donc Macky Sall nous a dit, nous sommes tous au courant. Maintenant, le problème, c'est est-ce que nous devons en vouloir au messager ou en vouloir au message? Certains diront, j'en veux au message. Vous voyez, j'en veux au message, je ne veux pas savoir si le système est truqué ou pas. Je veux des élections le 2 avril, le président s'en va et tout est clair et comme ça. C'est ce que nous avons toujours fait. Mais vous l'avez toujours fait et vous avez toujours eu des présidents que vous n'avez toujours pas finalement appréciés. Vous avez toujours fait la même chose et vous avez toujours décrié cette même chose. D'autres nous diront non, le message est bon, mais c'est le messager. On veut que le 2 avril, le président
fin de mandat, transition, président de l'Assemblée nationale, 2 mois, on fait les élections et puis, bon, on fait un nouveau système, un nouveau président. Alors, vous savez, le problème avec quand vous n'aimez pas le messager, c'est que c'est lui qui a le message. Celui qui a délivré le message est celui qui est apte à pouvoir le faire. Et nous l'avons toujours vu. Celui qui a délivré le message, que ce soit partout, celui qui délivre le message a toujours eu l'opportunité de continuer le message qu'il a donné. Donc, c'est Macky Sall qui nous a dit que le système est truqué. C'est Macky Sall qui nous a montré, ouais, je ne suis pas le seul, oh, nous sommes tous dedans, oh, c'est la salsa, oh, ce n'est pas le tango ici, oh, c'est la salsa, nous sommes tous dedans, oh, tout le monde mange dedans, oh. Donc, c'est Macky Sall qui l'a dit. Et quand il a dit à un moment, il a dit, bon, je vais vous montrer que j'ai l'opportunité d'arranger un peu le jeu, je vais donner un peu de chance à tout le monde, un peu là, je vais faire l'amnistie, je vais vous montrer, je vais donner un peu de chance à tout le monde pour qu'on puisse avoir un jeu équitable. Pour certains, ça veut dire qu'on prépare Karim Wade à devenir président. Pour d'autres, on ne veut pas que le PASTEF gagne. Mais nous sommes en politique, tout le monde a le droit de décrypter de la manière dont il veut. Surtout ceux qui sont financés par les panafricains. Ces panafricanistes qui sont financés par les panafricains, non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est ces panafricanistes qui sont financés par les France-Africains. Ils ont l'habitude de voir le rouge partout. L'habitude de voir les problèmes partout parce qu'ils vendent les problèmes. Ouais, ils vendent les problèmes. Mais si vous voyez bien, nous sommes en politique. Et en politique, les hommes politiques ont des ambitions. Qui connaissent un politicien qui n'a pas d'ambition et qui te dit, bon, si je ne gagne pas ou si je gagne, ce n'est pas grave. Les gens rentrent en politique pour arriver au pouvoir. Donc, c'est normal d'avoir des politiciens qui ont des ambitions. Même les transitions, que je respecte bien, qui sont venus avec de très bonnes idées, même les transitions, ils ont des ambitions, ils nous l'ont montré. Et certaines ambitions, les gens nous ont posé la question, est-ce que les transitions vont partir avant la réalisation de ces projets? Ce qui n'est pas possible. Ces projets sont des projets sur 5 ans. Comment les transitions vont organiser des élections et partir sans achever ces projets? Donc, nous savons que dans certains pays, les transitions vont rester un peu plus longtemps. Vous voyez? Mais ça ne gêne pas certains. Ils sont d'accord avec ça. Mais quand c'est d'autres, il faut critiquer sans vraiment décrypter le terrain, sans même aller sur le terrain, sans même voir ce qui se passe. On est contre le messager parce que c'est le messager. Vous imaginez, on est contre le messager parce que c'est le messager. Ça arrive dans la vie. Une fois, un ami m'a raconté une histoire qui a la même chose. Quelqu'un lui a annoncé que le vol était reporté. Il n'était pas content parce que c'est quelqu'un, bon, qui était un peu, tu vois, quelqu'un qui n'appréciait pas beaucoup. Donc, quand la personne lui a dit, mais ton vol est reporté, il faut venir à cette heure-ci, il a critiqué. Mais quand c'est sa femme qui l'a appelé pour lui dire, tu sais quoi, le vol est reporté. Il n'y a pas de vol aujourd'hui. Le vol est reporté. On vient de me le dire aussi. Je voulais t'appeler avant, mais je vois que tu es déjà arrivé à l'aéroport. Ça ne l'a pas gêné. Il a dit, ok, il est rentré à la maison. Et je lui posais la question, mais pourquoi tu es fâché contre le gars qui travaille à l'aéroport, qui te dit que le vol est reporté? Il me dit, ah, c'est la façon dont il m'a parlé. Mais j'ai dit, comment il t'a parlé? Le volet reporté, c'est le volet reporté. Je ne vois pas combien de fois on peut dire le volet reporté. Mais il n'était pas content parce que, eh bien, c'est quelqu'un qui travaille à l'aéroport. Pourquoi? Donc, des fois, le messager, nous avons le problème avec des messagers. Nous, les Togolais, des fois, l'opposition togolaise, même quand
Faure Gnassingbé fait quelque chose de bien, parce que c'est Faure Gnassingbé, nous contestons. Quand les activistes togolais le critiquaient sur les réseaux sociaux, il est allé en Allemagne, ils n'ont rien fait, il est rentré. Moi, j'ai dit ça, c'est garçon. Mais les gens l'ont critiqué. Mais moi, je dis ça, c'est garçon. Vous lui dites que vous voulez sa peau. Vous dites que vous voulez sa femme. Vous ne voulez pas rentrer à Lomé parce qu'il est chef à Lomé. Il décide à Lomé. Maintenant, il est venu en Allemagne. Quand vous êtes en Allemand, vous êtes des Togolais allemands. Faites-lui quelque chose. Et ils n'ont rien fait. Et Faure Gnassingbé est rentré. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais Faure Gnassingbé est garçon. Malgré tout ce qu'on lui reproche, il est garçon. Mais certaines personnes ont dit non. Ils l'ont critiqué parce que c'est Faure Gnassingbé. Donc, nous sommes souvent comme ça. Il y a toujours un problème avec le messager. Et je pense qu'ici, beaucoup n'ont pas de problème avec le message. Ils reconnaissent quand même que ce système est truqué d'avance. Tout le monde n'est pas correct dans ce système-là. Si Macky Sall le dénonce et qu'il le connaît, il est arrivé au pouvoir par les urnes, donc il sait de quel système. Mais comme c'est Macky Sall qui le dit, c'est ça le problème. Si on avait mis quelqu'un d'autre pour l'annoncer, si on avait mis quelqu'un d'autre, ils feront 10 vidéos, 30 vidéos, 40 vidéos pour soutenir. Ils iront même le saluer. Ils diront comment cette personne est tellement merveilleuse, comment il est visionnaire. Mais comme c'est Macky Sall, c'est pas bon. Donc, c'est aux Sénégalais de voir ce qui est important pour le Sénégal. Ce qui va amener le Sénégal à être le pays de paix qu'ils connaissent et qu'ils veulent. Certaines vidéos parlent de l'économie sénégalaise. Après les années Covid, tous les pays peinent. Économiquement, beaucoup de pays peinent. Certains grands pays sont là où ils sont à coût de subventions des grandes sociétés, des petites sociétés. Et nos pays africains n'ont pas les moyens de subventionner toutes nos sociétés parce que même certaines de nos sociétés sont des sociétés étrangères. Donc, s'ils vont subventionner ces sociétés, l'argent retourne dans les comptes, dans les banques étrangères, et ce que nous avons toujours refusé. Donc, beaucoup de pays africains sont sortis de la COVID avec des vrais problèmes. Regardez le Nigeria, l'inflation au Nigeria, l'inflation au Ghana. Donc, quand vous parlez du cas du Sénégal, je ne vois pas vraiment ce que ça va changer parce que toute la sous-région, c'est pour ça que je dis souvent, c'est bien de rester dans son pays, mais c'est beau de sortir et de regarder ce qui se passe dans les autres pays. Après la COVID, la plupart des pays africains peinent. Le président Kenya, le Kenya qui est à la 6e place parmi les pays économiquement puissants en Afrique, en a parlé, a tellement dénoncé ça parce que beaucoup de pays africains n'arrivent plus à payer leurs dettes, ce qui fait qu'ils ont des difficultés à emprunter sur le marché. Donc, je pense que dire que l'économie sénégalaise a dégringolé après les années Covid, c'est l'inflation un peu partout. Dans certains pays, vous allez acheter la tomate à 100 francs lundi. Mercredi, la tomate passe à 300 francs. Les pays même de la zone CFA. Donc, aux Sénégalais de voir le message ou le messager. Si ce n'est pas celui qui délivre le message qui doit avoir l'opportunité de conduire le pays jusqu'à l'obtention de ces élections libres et transparentes. Que faire? 2 passations de pouvoir. Vous imaginez 2 passations de pouvoir, déjà que vous pensez que l'économie ne va pas très bien. 2 passations de pouvoir ou une seule passation de pouvoir qui est plus pratique. Il est déjà là à la présidence. On fait les élections, le jour là on lui passe, là, il passe la main, il fait ce que vous faites. Bon, au Togo, j'ai une fois participé à ça, à la passation de pouvoir. J'ai une fois participé à l'investiture, au fait. J'ai participé à l'investiture. Ce n'est pas long, c'est 30 minutes ou plus 1 heure de temps. Bon, et puis tout le monde rentre à la maison et
on continue pour voir ce qui va se passer. Pour certains, le fait, ça c'est les politiques togolais, le fait que Macky Sall est revenu sur sa parole, les Sénégalais ont peur qu'il n'y aura pas d'élection et qu'il y aura une transition forcée. Bon, c'est une possibilité. Nous sommes en politique. C'est une possibilité. Les gens cherchent à faire 3 mandats, 4 mandats. Macky Sall a dit qu'il ne fera pas un 3e mandat, mais c'est un politicien. C'est une possibilité. Le jeu politique, les gens reviennent tout le temps, les gens partent, les gens sont dans 2 partis politiques, 3 partis politiques. Mais vous imaginez qu'au Sénégal, il y a autant de partis politiques. Quand certains grands pays ont seulement 2 partis politiques, 3 partis politiques, là, ils ont beaucoup de partis politiques. Vous imaginez tous ces partis politiques, tous ces hommes avec qui ont de l'ambition, est-ce qu'ils vont avoir l'opportunité de laisser Macky Sall faire un 3e mandat? Il faut se poser la question aussi, c'est est-ce qu'ils vont le laisser faire? Je pense que chacun sait que ce qu'il dit est vrai, que le système n'est pas équitable. Mais je pense que c'était le moment où il a annoncé, la manière dont ça a été annoncé, qui a gêné certains politiciens. Mais certaines personnes se sont tellement radicalisées. Quand ils se radicalisent, ils ont après des difficultés à devenir, comment on appelle ça, à être modéré, c'est ça, le mot que je cherchais, modéré. Parce que souvent mes vidéos, c'est des lives que je filme. Donc, je ne reviens pas dessus. Je filme ça une fois et puis je poste ça. C'est des lives au fait, mes lives. Avant, je faisais des lives. Et j'ai arrêté de faire mes lives. Et puis bon, mes vidéos, c'est mes lives aussi. Donc, c'est ça aussi. Certains politiciens ont créé leur parti dans la radicalisation. La radicalisation contre le président. Quand quelqu'un a la présidence, il crée son parti et puis il est contre la personne. Il n'est pas contre le projet politique de la personne. Il est contre la personne. Donc, il a son entourage et c'est son combat, être contre le président. Donc, quand il va commencer par être modéré, à dire à ses partisans, non, ce qu'il dit c'est vrai, tu sais, le système vraiment n'est pas équitable, regarde combien nous devons même payer pour aller à la présidence, ça ne permet qu'à une minorité vraiment de se présenter et tout. Et il y a certains qui ne peuvent pas parce que s'ils le font, ils vont perdre leurs militants. Ils ne vont pas perdre leur crédibilité, mais ils vont perdre leurs militants. Parce qu'on perd sa crédibilité quand on fait quelque chose qui n'est pas dans l'égalité, quand quelque chose qui est mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose de dire que celui qui conduit le pays, il fait une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Si un président fait quelque chose de bien, il faut dire qu'il a fait quelque chose de bien. Mais on finit pas à perdre les gens parce que tu as construit toute une réputation. Il y a des opposants comme ça. Ils ont construit toute leur réputation en étant contre le président. Donc, le jour où ils vont commencer par dire le président a raison, à dire que le président fait du bon travail, ils vont perdre leurs militants. Pas leur électorat, mais leurs militants. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que le système que nos pays ont adopté, les militants deviennent l'électorat. Donc, certains ne peuvent pas. Certains opposants ne peuvent juste pas dire que Macky Sall a raison parce que s'ils le disent, eh bien, ils vont perdre leurs militants. C'est tout. Pas leur crédibilité. Parce que si la personne fait bien, il fait bien. Mais ils vont juste perdre leur militantisme. Ce qu'ils ne veulent pas. Ce qu'ils ne veulent pas. Parce que avoir les militants, ça veut dire que tu auras au moins des gens pour aller voter pour toi. Tu ne veux pas être sur la ballette et puis personne ne vote non plus pour toi. Donc, il y a aussi ça, parce qu'il y a tellement de partis politiques et déjà, vous imaginez, 19 candidats, c'est beaucoup. Quand les grands pays développés finissent avec 2 ou 3 candidats. Donc,
Il faut imaginer. C'est un Sénégalais vraiment de revenir s'asseoir. Ils ont déjà fait le dialogue, donc il n'y a plus de dialogue, mais à l'opposition sénégalaise, à ces 5 candidats de voir ce qu'ils veulent pour le Sénégal. J'aurais aimé parler Wolof, mais mon Wolof est limité. L'essentiel, c'est un Sénégal en paix, des élections libres et transparentes, une amnistie qui permet aux jeunes qui ont été arrêtés de retourner dans leur famille parce qu'ils ont des parents, des amis qui les attendent. Ils peuvent retourner à l'école, retourner à leurs activités. Et nous continuerons par suivre la situation au Sénégal jusqu'aux élections présidentielles libres et transparentes et à la passation du pouvoir au plus gagnant des Sénégalais. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.